Vous êtes bien sûr sur la chaîne panafricaine Wadiassi TV qui vous propose des émissions de sensibilisation à la solidarité africaine et de dénonciation des projets funestes des ennemis de l'émancipation africaine. Bonsoir et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons en premier lieu particulièrement dans cette édition spéciale de la chaîne aux efforts fournis par les autorités ivoiriennes pour assurer l'épanouissement de leurs concitoyens avec nos fidèles consultants. Nous aborderons également le sujet d'un certain Saïd Penda qui, selon les informations, œuvre à la division des Ivoiriens en s'en prenant aux acteurs politiques de l'opposition. Restez donc des nôtres pour plus d'éclaircissement. Bonsoir Yannick Kwame. Bonsoir Marguerite et bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Bonsoir Amen Segla. Bonsoir Marguerite. Pour recommencer, le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, œuvre depuis quelques années déjà pour le développement économique du pays et l'épanouissement des citoyens. Plusieurs actions sont à énumérer, n'est-ce pas Amen Segla? Oui, aujourd'hui, si nous voulons parler du développement de la Côte d'Ivoire, et on peut évoquer beaucoup de choses parce que l'arrivée du capitaine, l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en 2000, c'est-à-dire après la crise post-électorale de 2010, le pays était dans une situation vraiment délabrée. C'est-à-dire c'était un pays ravagé par la guerre et la population même ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, Alassane Dramane Ouattara, dès sa prise au pouvoir, s'est attelé d'abord à la réconciliation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas développer un pays dans lequel les citoyens sont divisés. Chacun a son opinion par rapport à la manière dont le pays doit être dirigé et chaque parti politique va de son chapelle, c'est-à-dire, voilà. Ou bien d'autres ont une dent contre d'autres. Voilà, donc il ne peut pas diriger un pays dans cette atmosphère-là. Donc, il s'est attelé d'abord à la réconciliation même du pays en créant la CDVR, c'est-à-dire la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc, il a placé l'ancien Premier ministre Charles Konabani à la tête de cette institution-là pour amener les gens à comprendre que c'est vrai, à un moment donné, on peut avoir une vision différente des choses, mais il va arriver un moment où nous tous, nous devons nous donner la main pour construire le pays. Donc, le feu et Charles Konabani a travaillé, il a fait ce qu'il a fait. Mais je peux dire que pour parler d'une réconciliation, ce n'est pas quelque chose qui est décrété. C'est-à-dire, pour faire réconcilier un peuple, ce n'est pas une action décrétée où le président doit signer un décret pour dire que tel peuple et tel peuple sont réconciliés. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, il faut des actions, les paroles, la sensibilisation, faire comprendre même à la population qu'ils ont intérêt à se donner la main, à travailler ensemble. Que d'être divisé. Donc, il a travaillé sur ce volet-là. C'est vrai, le chantier est encore vaste, mais comme je viens de le dire, c'est un processus. Voilà, un processus sur le plan économique. Sur le plan économique, on peut parler de la modernisation même du pays. C'est-à-dire, vous allez voir, on dit souvent que le développement, c'est-à-dire la voie du développement passe par le développement de la voie. C'est-à-dire, c'est attelé aux infrastructures routières. D'abord, quand vous rentrez aujourd'hui à Abidjan, vous allez voir qu'il y a une très grande amélioration. C'est-à-dire, même dans certaines villes de l'intérieur du pays, vous allez voir que les voies sont élargies et tout ça là, c'est bien même pour le déplacement de la population et aussi pour faciliter les activités économiques. Voilà, pour les investisseurs. Parce que quelqu'un qui veut aujourd'hui construire un centre de santé, il va falloir qu'il y ait une voie pour construire, c'est-à-dire il faut emprunter une voie pour aller là où le centre est construit. Donc, s'il n'y a pas de voie, les investisseurs aussi sont réticents par rapport
à ça. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara s'est beaucoup investi aussi dans ce volet. Et là, on peut parler aussi même de l'amélioration même, c'est-à-dire de l'essor économique, c'est-à-dire quand il y a la réconciliation et puis il y a aussi le développement, la modernisation des infrastructures routières et tout ça, là, vous allez voir que l'économie prend de l'envol. L'économie prend de l'envol. Yannick, qu'est-ce que tu en dis des réalisations des autorités ivoiriennes? Amen a fait un peu le tour, il a essayé de tout brosser. Mais on sait tous que la Côte d'Ivoire reste un acteur économique important en Afrique de l'Ouest, surtout sous la direction du RHDP, du président Alassane Dramane Ouattara, qui continue par mettre en œuvre des réformes et des politiques visant à booster le développement économique du pays. Et ces réformes sont surtout concentrées dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et de l'économie numérique. Vous savez, la Côte d'Ivoire s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de diversification de partenariats. Il a commencé par signer des partenariats avec des grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie. Elle a aussi renforcé son partenariat avec des organisations internationales œuvrant dans le développement. Ceci pour améliorer l'accès à l'énergie et renforcer les infrastructures. Amen, je viens de parler des infrastructures routières et autres. Et toutes ces actions ont permis de créer des emplois et surtout d'attirer les investisseurs étrangers. Alors, bientôt, la Côte d'Ivoire, il va rejoindre des pays à revenus intermédiaires à tranche supérieure. C'est un souhait, elle va y arriver. Et en dehors des actions économiques, des avancées économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire sous la direction du RHDP, nous avons également l'aspect social de la chose. Parce que depuis 2010, on sait tous que la Côte d'Ivoire est en proie à des crises, des crises sociales. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara s'est engagé dans un processus de maintien de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. Donc voilà, et aujourd'hui, grâce à ça, on peut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est stable et toutes ces avancées enregistrées doivent être consolidé et c'est important. Pour renchérir, il y a un observateur qui disait, je cite, ce dont les Ivoiriens ont besoin maintenant, c'est une véritable union pour la consolidation de la paix, surtout que le pays se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Fin de citation. Quelle analyse fais-tu de cette affirmation? Amen. Oui, et je viens de l'énoncer tout à l'heure. Quand on parle de réconciliation ou bien de la cohésion sociale entre les peuples, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et ça dit, on se lève aujourd'hui, on dit que non, c'est décrété que les deux peuples sont réconciliés. Parce que c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire, chaque acte que vous posez doit aller vers une réconciliation pour avoir la paix dans le pays. Mais du moment où ceux qui sont au pouvoir, par exemple, quand vous prenez le RHDP, Rassemblement des footistes pour la démocratie et la paix. Quand eux, ils sont là pour prôner la paix, et derrière, quelqu'un est en train de prêcher quelque chose qui va encore diviser la population, mais je ne sais pas là où le peuple va. Donc, il va falloir que tout ce que prônent les dirigeants soit vraiment relayé au niveau de la population. Parce que c'est là où les acteurs de la société civile, leur rôle est vraiment important dans cette affaire-là. Il va falloir que tout ce que relaie, tout ce que dit le pouvoir en place soit relayé par les organisations, la société civile, les acteurs de la société civile, pour que le message puisse passer au niveau de la population. Parce que l'État peut beau prôner la paix, mais quand il n'y a pas d'action qui suit, c'est-à-dire, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous allez voir, l'État peut dire toujours qu'on veut la paix et nous restons ensemble, ne semons pas, ne disons pas, alors ne posons pas des actes qui peuvent diviser, qui vont encore blesser les gens. Mais s'il y a certains qui sont là, juste pour faire le contraire, ça veut dire que le pouvoir en place prêche dans le désert. C'est-à-dire les actions ne suivent pas. D'accord, nous allons y revenir. Yannick, il faut œuvrer vraiment pour maintenir la paix, surtout que le pays se prépare pour l'élection présidentielle. Oui, Marguerite, la paix, l'union nationale, l'unité nationale
la solidarité, ce sont les valeurs primordiales pour préserver ces différentes avancées-là que nous venons d'énumérer. Surtout que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une période cruciale, période électorale, où on sait tous que lors de cette période-là, il y a des tensions, des rivalités qui refont surface. Donc il est important que les Ivoiriens cultivent cette paix-là pour arriver au bout des différents défis. Et les populations ivoiriennes l'ont déjà montré de par le passé, surtout en 2010. Elles ont montré qu'elles peuvent surpasser ces différentes difficultés-là. Et donc, aujourd'hui, on le sait tous, la Côte d'Ivoire est envahie par une campagne de déstabilisation qui ne dit pas son nom. Tout le monde est au courant de ça. Ici, sur ce plateau, on a dénoncé ces différentes tentatives plusieurs fois. Donc, la Côte d'Ivoire doit rester soudée. Les populations ivoiriennes doivent rester soudées. Il ne faut pas attendre les événements comme les événements de 2010 avant de s'aimer ou bien de montrer, de l'amour pour ce pays-là. Il faut dès maintenant prendre la mesure de la chose et prendre les mesures, surtout de la part des dirigeants, pour qu'on n'arrive pas à ces événements tragiques. Et c'est à cela que nous nous attelons. Mais semblerait-il que certaines personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains Camerounais, Saïd Penda, installé en Côte d'Ivoire, rament à contre-courant des idéaux du RHDP qui prônent l'unité et la paix. Ah oui, mais quand vous parlez de Saïd Penda, vraiment, ce type me fait vraiment pitié. C'est-à-dire, en tant qu'étranger, un Camerounais, qui aujourd'hui se trouve en Côte d'Ivoire, avec une casquette de journaliste, se permettre même de se prononcer sur des sujets sur lesquels les journalistes ivoiriens même, c'est pas par peur, mais par prudence de ne pas blesser certaines personnes par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Exactement. Il veut carrément éviter ce sujet-là. Toi, en tant qu'étranger, tu te permettes d'aller dépasser même les limites pour dire certaines choses, juste dans le but de faire encore affronter les gens. Non, mais c'est décevable. Et il revient maintenant aux autorités ivoiriennes, surtout aux responsables de RHDP, d'intervenir sur ce sujet-là. Parce que ce monsieur, il en fait de trop. Nous sommes dans une période électorale. Et aujourd'hui, dans la conscience de la population ivoirienne, c'est-à-dire quand l'élection s'approche, tout le monde est sur le qui-vive. Donc si Saïd Penda se prétend être proche de RHDP ou bien être ami de certains responsables dans le giron du parti au pouvoir, se permettent d'aller même jusqu'à publier des images sur sa page Facebook, des images de 2010 sur sa page Facebook. La question qui me revient est que qu'est-ce qu'il voulait faire, quel message il voulait faire passer au peuple ivoirien, de s'apprêter à encore affronter ce que la France a fait voir à ce peuple-là par le passé, ou bien qu'est-ce qu'il voulait dire, d'autant plus que c'est un envoyé, c'est un espion que la DGSE française a envoyé en Côte d'Voire pour semer la zizanie entre les acteurs politiques. Donc, il est là dans sa mission, juste pour faire comprendre au peuple burkinabé, et au peuple ivoirien, je vous en prie, que apprêtez-vous, le pire arrive. Donc, il va falloir que les autorités, c'est-à-dire les responsables de RHDP, doivent l'arrêter, ne serait-ce que pour l'interroger sur un certain nombre de questions. Et Yannick, ce Saïd Penda devrait normalement appeler au rassemblement comme le prône le RHDP pour qui il travaille. Marguerite, je crois que nous sommes victimes de notre réputation de pays hospitalier. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays qui accueille tout le monde. Nous sommes devenus le terrain fertile des différents imposteurs, des personnes mal intentionnées qui visent à déstabiliser le pays et à détruire cette unité-là que nous avons su construire au fil du temps. Vous savez, M. Saïd Penda, de par ses prises de position, de par ses sorties médiatiques à deux balles, de par ses opinions, est en train d'aller à l'encontre des valeurs et des idéaux que le RHDP prône. Des valeurs qui sont l'unité nationale, la solidarité et la cohésion sociale. Et ces propos sont de nature à
comment dire, à faire cliver ou bien à dénigrer, voilà, à diviser, je veux dire, okay. l'opinion publique ivoirienne. Cela vise à monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Et c'est déplorable. Et il s'en prend surtout aux acteurs politiques de l'opposition. Hein. Justement, voilà, c'est son but en fait. Il est en train de tout faire pour mettre le pays à mal, pour semer la zizanie dans le pays, monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Et je crois que les autorités ivoiriennes, surtout les dirigeants du RHDP, doivent prendre la mesure de la chose. Aujourd'hui, Ahmed a dit il se prétend être proche du RHDP. Non, il n'est pas ami du RHDP. Des fois même je me demande, est-ce que c'est vraiment le président Alassane Dramane Ouattara qui a donné l'autorisation à cette personne-là de venir s'installer sur notre territoire et de déstabiliser les personnalités politiques publiques? C'est une question. Je me demande et voilà, c'est déplorable. Oui. Nous devons faire quelque chose. En fait, quand vous prenez Saïd Penda, il est dans son rôle. C'est-à-dire, c'est vrai, Saïd Penda aujourd'hui, peut-être avec son arrestation, ça va encore calmer les choses. Mais il va falloir que les autorités ivoiriennes soient vraiment regardant tout ce qui est comme la présence de la France même sur leur territoire. Et paraît-il qu'il a certaines personnalités qui le compte pour pouvoir agir mais il compte sur plusieurs personnes. D'abord, il a parlé du frère cadet du président Alassane Dramane Ouattara qui est ministre de la Défense. Après, il y a aussi un certain Cissé qui est un opérateur économique et sur qui il compte. Selon certains recoupements, et c'est lui qui le finance, c'est lui qui lui donne de l'argent pour mener ce qu'il est en train de faire pour diviser encore le peuple ivoirien. Mais laissez-moi rebondir sur cette question avec la France, parce que il va falloir, c'est comme si on arrête Saïd Penda aujourd'hui, c'est un poupée russe. C'est-à-dire, quand vous arrêtez Saïd Penda, vous allez voir que derrière Saïd Penda, il y a encore quelqu'un. Et quand vous arrêtez cette personne même, vous allez encore voir quelqu'un d'autre derrière. C'est comme ça la France fonctionne. Donc, quand vous prenez par exemple la sortie de, comment il s'appelle, Robert Bougie. Robert Bougie, oui. Quand Robert Bougie est sorti, d'abord, il s'est attaqué directement au président Alassane Dramane Ouattara. Mais il s'est attaqué encore à l'opposition. Sauf à celui qui veut remplacer, en fait, celui qui la France veut positionner pour remplacer le régime actuel. C'est ça la stratégie de la France. Donc, il revient maintenant aux autorités, surtout à la population ivoirienne, d'être vigilant sur tout ce qui est question électorale. Vous allez voir, lorsque la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, on ne sait pas qui est de quel bord politique ou bien qui est de RHDP. On a vu un peuple ivoirien uni, qui a célébré la fête là. Mais pourquoi quand il y a élection et chacun il va de son chapelet et vous allez voir un tel parti politique qui dit autre chose, d'autres disent autre chose et qui donne un boulevard à quelqu'un comme Saïd Penda de semer la zizanie pour encore diviser davantage le peuple ivoirien. Donc il revient maintenant à la population. C'est vrai, dans le jeu politique, chacun tire le drap vers son côté. Donc il va falloir que le peuple ivoirien soit vraiment mature pour transcender les choses, pour faire comprendre à leurs responsables politiques que le peuple a beaucoup trop souffert dans cette affaire-là. C'est pour ne plus vivre les situations de 2010. Et faire comprendre aussi aux politiciens d'arrêter ce monsieur-là. Parce que c'est lui qu'on voit aujourd'hui, ce Saïd Penda-là. C'est lui qui est devant, c'est lui qui porte le message que la France veut transmettre au peuple ivoirien. Donc, il va falloir qu'on l'arrête en attendant de passer au suivant. Et Yannick Amen le dit, est-ce que c'est vrai que c'est la France qui est derrière ce Saïd Penda? Écoute, Merguez, avant de te répondre, laisse-moi rebondir sur ce que Amen vient de dire par rapport à Saïd Penda. Saïd Penda, aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, il se dit proche du RHDP. Et c'est sur ça qu'il se base pour maintenant accuser à tort les opposants du RHDP. C'est faux. Il est en train de souffler le chaud et le froid. Il est en train de jouer avec le sentiment des... Il joue sur les deux tableaux. Voilà. Donc, que les Ivoiriens ne se laissent pas avoir. C'est vrai que nous sommes en politique et que l'opposition... Il faut un parti de l'opposition. Il faut forcément de l'opposition. Ouais. Et mon opposant en politique n'est pas mon ennemi. Et la victoire d'un ou la défaite de l'autre, c'est le pays qui gagne. Ahmed vient de mentionner la CAN. Vous savez comment la CAN ou le football a fédéré les Ivoiriens.
les élections doivent également fédérer les Ivoiriens de la sorte. Que la victoire de l'un soit la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Et pour en venir à ta question, si c'est la France, on le sait tous, c'est un secret de polichinelle. La France est en train de perdre son influence. Et il faut que cette influence-là soit restaurée. Donc, il est en train de passer par tous les moyens. Et c'est à ce titre qu'il utilise le gars, là, le Saïd Penda, comme un pion. Voilà, il est en train d'instrumentaliser. Peut-être parce qu'on on lui a demandé de faire dégager sa base militaire du sol ivoirien. Tout à fait. Et cette question demeure. Raison pour laquelle Panda est en train de sortir des stratagèmes pour endormir le peuple, détourner le peuple des vrais enjeux, d'accord, afin de réussir leur manœuvre funeste. Aujourd'hui, il reste encore un peu plus de 8 mois, non, pour que cette fermeture de la base française là soit effective en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis que 8 mois, c'est encore long. Vous savez, la France est dans un projet. Et tant qu'elle n'arrive pas à terme, elle ne va pas laisser les Ivoiriens dormir. Elle va pas lâcher. Donc, je crois que les Ivoiriens, nos autorités doivent tout faire pour que les Ivoiriens, pour que la France, la base militaire française, ferme plus tôt que prévu. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Angleterre a fait le deuil de son aventure coloniale en Afrique. Quand vous prenez le Portugal a fait de même. L'Espagne a fait de même. Seule la France a toujours lié son destin avec ses colonies. Vous ne pouvez pas comprendre. Seule la France. Vous allez voir le week-end passé, il y a élection au Ghana. Mais tout s'est passé calmement. Ça y est, moi, c'est après le résultat que moi j'ai su qu'il y a un vainqueur. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... C'est-à-dire, tout est passé calmement. Et c'est toujours dans les pays francophones, lorsqu'il y a élection, les gens sont obligés de déserter la capitale pour aller se réfugier dans les villages, même, et traverser les frontières. Les pays africains même, il va falloir que nous-mêmes nous réveillons. Et pour se réveiller, on ne doit pas attendre les dirigeants. C'est pourquoi je fais mention tout à l'heure à la mobilisation même du peuple africain, en l'occurrence le peuple ivoirien. Parce que c'est le peuple ivoirien qui paie le pot cassé. C'est-à-dire, tout ce qui va arriver aujourd'hui, lorsque ça va commencer par chauffer, peut-être les responsables politiques même, ils vont rentrer dans leur bunker et tout ça là. Mais c'est la population. Le peuple qui va partir. C'est le peuple qui va payer le pot cassé. Donc, il revient maintenant à ce peuple de dire aux responsables politiques que non, ça suffit. Nous ne voulons plus ça dans notre pays. Attendez-vous, lorsqu'il y a élection, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un comme Saïd Penda de venir encore rappeler cette vieille histoire, tout ce qui s'est passé en 2010 au peuple ivoirien, juste pour faire passer un message qu'il y a un pire qui arrive. Non. Ok, Yannick, je reviens toujours sur la France et les pays de la Confédération AES. Ont quand même réussi à se débarrasser des troupes françaises. Et aujourd'hui, ils s'occupent eux-mêmes de la défense de leur pays. Un ralliement de la Côte d'Ivoire à la Confédération ne serait-il pas nécessaire? Oui, je crois que l'AES, les pays de l'AES sont en train de montrer à toute l'Afrique que c'est possible de prendre en main son destin. C'est possible d'assurer le développement économique, politique, militaire et social de nos pays sans l'assistance des puissances coloniales. Regardez, sur le plan militaire, sur le plan sécurité, regardez les exploits que le Burkina Faso est en train de réaliser. Regardez les exploits que le Mali et le Niger sont en train de réaliser. Donc, que les Ivoiriens, que les autorités ivoiriennes n'aient pas peur, ne s'inquiètent pas de devoir assurer toute seule leur défense. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne est maintenant aguerrie. L'armée malienne, le Niger. Non, je parlais de l'armée ivoirienne d'abord. Okay, l'armée ivoirienne est maintenant apte à faire face à son destin s'il le veut. Si elle le veut, si cette mère la veut, les Africains sont là, le Mali est là, le Niger est là, les pays de l'AES sont là. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui se rallie avec ces pays-là, je crois que sa capacité de défense sera multipliée. En fait, mener une lutte contre l'impérialisme n'a jamais été une chose facile. Mais ces impérialistes-là nous ont fait comprendre qu'après eux, c'est le déluge. Mais avec la résilience, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, et on voit le contraire. C'est-à-dire, le peuple africain peut s'affranchir, même de ces relations, de ces accords bidons-là,
et qui date de l'époque coloniale. Donc il revient maintenant au peuple. C'est vrai, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, l'armée burkinabé est tellement aguerrie en matière de lutte contre le terrorisme. Donc il va falloir que les autorités ivoiriennes aussi prennent l'exemple sur le Burkina Faso, le Mali ou bien le Niger. C'est-à-dire, après le départ de la France, la vie continue, quoi. Pourquoi pas se joindre à la Confédération? Oui, en fait, c'est un choix même qui s'impose. C'est-à-dire, lorsque tu fais dos à la France, prépare-toi au pire. Mais du moment où les trois pays-là se sont préparés au pire, donc c'est vrai, les défis sont toujours là. Mais il va falloir que la Côte d'Ivoire aussi se prépare à ça, lorsqu'il a décidé de faire quitter l'armée française de son territoire. Et il doit le faire le plus tôt possible et se préparer aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais que la France ne considère pas les Africains comme leurs partenaires. Hein. Non. Parce qu'il dit partenariat, dit un certain équilibre dans les relations qu'il y a des pays. Non, en fait, ils sont là pour leurs intérêts. Voilà, ils nous considèrent comme des, je sais pas, comme leurs précarés, comme leurs serviteurs. En fait. Avec la France, c'est une relation verticale. Ils sont en haut, vous êtes en bas. C'est ça. Ils sont en haut, vous êtes en bas. Et ils sont là, ils décident ce que vous voulez faire. En fait, ils décident à votre place ce qui est mieux pour vous. Or, aujourd'hui, le peuple africain veut une relation horizontale. C'est-à-dire, nous sommes des partenaires, vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Mais rester dans ce pays, piller le pays, créer la zizanie, déstabiliser le pays juste pour votre intérêt, l'Afrique ne veut pas. Okay. Nous, à Wadjessi TV, nous prenons la solidarité africaine et l'entente entre les peuples, seul moyen de construire une Afrique libre et souveraine. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Merci à vous, les chers consultants, pour vos apports. Merci Marguerite, c'est un plaisir. Nous, à Wadjessi TV, nous prenons la solidarité africaine et l'entente entre les peuples, seul moyen de construire plutôt une Afrique libre et souveraine. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Partagez cette édition et abonnez-vous à la chaîne. Merci et bonsoir chez vous.